Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateformes de streaming. Et c'est d'ailleurs de plateformes de streaming dont nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo, puisque le très attendu nouveau film de Guillermo del Toro est arrivé, et malheureusement pour nous tous, il n'est pas sorti en salle, enfin du moins pour les gens qui aiment aller découvrir les films au cinéma, il est sorti directement sur Netflix. C'est bien évidemment du film Pinocchio dont je vous parle, j'ai eu la chance de le découvrir du coup dès le jour de sa sortie, et j'avais juste trop hâte de découvrir la dernière pépite d'un réalisateur que j'adore. Je vous laisse avec le générique et on parle de tout cela juste après. Alors, Pinocchio, la version 2022 de Netflix, puisque vous allez voir dans cette vidéo qu'énormément de films s'appellent Pinocchio, est sorti au Mexique le 24 novembre et dans tout le reste du monde le 9 décembre, c'est-à-dire ce vendredi. Hier, si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie, c'est un film de type fantasy, stop motion et je rajouterais comédie musicale ou du moins musicale puisque c'est un film dans lequel on va retrouver différentes chansons qui sont complètement intégrées à l'animation et à l'histoire. C'est quelque chose d'assez classique dans les films Disney, qu'on voit peut-être moins souvent dans d'autres films d'animation et qui est plutôt rare dans le stop motion, donc c'est important de le souligner parce que ça fait vraiment partie de l'identité de ce film. Ce film est réalisé par Guillermo del Toro, l'un de mes réalisateurs favoris. On a vraiment les mêmes goûts en matière d'horreur, de fantasy, de merveilleux, un petit peu sombre, très attaché à l'enfance, et les fantasmes d'enfance sont à la fois très fantastiques avec des fées, mais aussi avec des monstres. Il y a quelque chose de très sombre dans les pensées des enfants et dans l'imagination des enfants, et on le retrouve énormément dans le style Guillermo del Toro. Il a notamment réalisé un film iconique, qui est d'ailleurs dans mon générique YouTube, qui est le film Le Labyrinthe de Pan. Il a également réalisé des films que personnellement j'adore, comme Pacific Rim, pas du tout dans le même genre. Crimson Peak, qui a un côté vraiment romantique, dont on avait parlé dans mon top 10 des films sous la neige. Et plus récemment, cette année, il a réalisé en janvier le film Nightmare Alley. J'étais restée en demi-teinte, très très beau au niveau du visuel, mais un petit peu moins impactant au niveau de l'histoire. Et la série Cabinet de Curiosité sur Netflix au mois d'octobre pour Halloween, qui elle m'avait parfaitement convaincue. Pour travailler sur ce Pinocchio, qui va donc être un film en stop motion, il a co-réalisé avec une personne qui est spécialisée dans le stop motion, c'est Mark Gustafson. Mark Gustafson, il a fait une grande partie de sa carrière dans la création de petites maquettes, de petites... Enfin en gros, il a été petite main sur plein de films de stop motion, puis il est monté en grade pour devenir directeur d'animation sur certains grands films de stop motion, notamment Fantastic Mr. Fox, si vous ne l'avez jamais vu, je vous le recommande. Plus vieux aujourd'hui, Les Aventures de Mark Twain, ou l'espèce de court-métrage autour de Arnold Waltz, qui est issu d'un dessin animé. Donc lui, il est spécialisé en stop motion, et Guillermo del Toro a décidé de travailler avec lui, puisque Guillermo del Toro souhaitait absolument donner vie à ce conte grâce à la stop motion, mais c'est pas quelque chose qu'il maîtrise, et donc il avait besoin de personnes qui connaissaient vraiment tout le déroulement, tout le fonctionnement de la préparation d'un film en stop motion, qui prend beaucoup plus de temps et nécessite beaucoup plus d'équipe qu'un film en live action classique ou même qu'un film animé. Le conte qu'ils ont choisi d'adapter pour ce film, c'est le conte de Pinocchio. Il faut savoir que c'est un conte qui a été créé, donc écrit en 1881, sous la plume d'un journaliste italien. Carlo Collodi a en effet écrit un conte pour enfants plutôt sombre, avec une morale assez dure. C'est vraiment typique des contes des siècles précédents, c'est plutôt depuis la Seconde Guerre mondiale, donc depuis les années 40-50, qu'on a une ambiance beaucoup plus douce et beaucoup plus, on va dire, dorlotante dans les compositions pour enfants. En très longtemps, que ce soit par exemple les contes de Grimm ou les histoires qu'on racontait aux enfants, il y avait toujours une morale assez dure, même les fables de La Fontaine. Certes, on utilisait des animaux ou un contexte fantastique, mais pour passer des messages sociaux plutôt durs, généralement c'était des mises en garde pour les enfants. Et le conte de Pinocchio, donc Les Aventures de Pinocchio, qui a été écrit à cette époque, était un conte pour enfants qui était sous la forme d'une mise en garde, autour du mensonge, de la manipulation, de la propagande, de pas se laisser manipuler, d'être fidèle à ses parents, etc. Donc il y avait tout cet aspect-là dans le conte original de 80. Ce conte, il a été énormément adapté au cinéma. Bon, il a inspiré plein d'autres choses, des BD, des mangas, etc. Mais au cinéma, il a vraiment quelque chose qui attire les réalisateurs. Le premier film très connu, c'est évidemment celui de 1940 par Walt Disney, le fameux Pinocchio de Walt Disney, où l'histoire a déjà été énormément édulcorée, même si le film fait vachement flipper. Enfin, moi personnellement, je l'ai vu dans les années 90 quand j'étais petite, et tous les passages avec les ânes et la baleine, ça fait bien flippé, mais par rapport à l'histoire originale, c'est vachement édulcoré, puis il y a ce côté très fantastique, avec une fée bleue, très gentille, souriante, etc. Alors que dans le conte, la fée ou les autres créatures étranges, elles sont
étranges, elles ont pas l'air aimables. Donc il y a vraiment un côté édulcoré, mais l'adaptation Disney de 1940 va rester un petit peu la base du conte de Pinocchio pour de très nombreuses générations. Pour la petite histoire, c'est pas la première adaptation cinématographique, il y a une adaptation italienne en 1936 qui est absolument terrifiante et qui est en noir et blanc. En tout et pour tout, il y a eu une quinzaine d'adaptations, donc je peux pas toutes vous les citer. Je noterai quand même l'adaptation québécoise et canadienne de 2004 où c'est un Pinocchio robot version année 2000 qui est assez angoissante et très bizarre. Beaucoup d'adaptations allemandes également en 2002 ou 2013, mais c'est surtout ces dernières années qu'on a vu fleurir différentes propositions autour du conte de Pinocchio. En 2020, on a eu une adaptation italienne portée par Matteo Garrone sur laquelle je vous avais fait un petit avis short il y a quelques temps déjà. C'est une adaptation très à l'ancienne dans les codes de la commedia dell'arte, donc c'est-à-dire du théâtre traditionnel italien. Elle fait vachement peur. Bon, elle a un côté où les costumes sont faits main, il y a un côté artisanal, etc. Mais je l'ai trouvée très malaisante comme adaptation, beaucoup plus proche du conte original du coup, mais assez perturbante et clairement pas pour enfants. Et on a eu cette année 2 adaptations sur 2 plateformes de streaming concurrentes. Tout d'abord l'adaptation live action de Disney qui est sortie en septembre sur donc la plateforme Disney+. Personnellement, je ne l'ai pas vue, elle ne me fait pas du tout envie. Les retours m'ont encore plus refroidi de le voir. Je sais pas si un jour je le verrai. Honnêtement, les live action de Walt Disney maintenant, je crois que je vais carrément les boycotter. Mais ça, je vous renvoie vers ma vidéo Disney, donc quand on avait parlé d'Utopie, etc. et de ce qu'ils font, de leur licence. Je trouve que le concept, pour le coup, des live action, c'est vraiment un concept. Ils auraient dû comprendre depuis longtemps que le public n'est pas du tout pour ce genre de truc. Maintenant, ils les sortent même directement sur plateforme tellement les projets ne seraient pas des succès au box-office et ils le savent totalement. Là, j'ai fait complètement la passe sur cette adaptation. Je pourrais donc pas vraiment vous la comparer avec l'adaptation de Netflix. Mais donc 3 mois plus tard, ce décembre, sort l'adaptation Netflix. Celle-ci pas sous la forme d'un live action, mais sous la forme d'un stop motion, qui est une technique qui n'avait encore jamais été utilisée pour adapter Pinocchio à l'écran, alors même que Pinocchio est littéralement une marionnette dans l'histoire. Donc je trouve qu'il y a une cohérence dans le choix qui est fait dans ce film de décembre 2022 de choisir des marionnettes pour adapter une marionnette. Je vais pas vous reprendre le synopsis, c'est pas intéressant, c'est absolument toujours la même histoire. Geppetto, il crée une marionnette, un petit garçon, qui va prendre vie et qui veut devenir un vrai petit garçon. Et quand il ment, il a le nez qui pousse, parce que dire des mensonges, c'est pas bien, mais il va quand même se retrouver manipulé par tous les gens qui sont autour d'eux. Donc c'est des brigands, dans la version Disney, c'est un cirque itinérant. À chaque fois, son innocence se fait manipuler, et on joue sur son appart du gain et sa volonté d'avoir du succès, etc. Donc on joue sur des chimères pour l'attirer dans des situations qui ne lui sont pas propices, et il n'écoute pas son papa, ce qui n'est pas bien les enfants. Il vit alors des aventures sous la forme d'un voyage initiatique assez classique dans ce genre de conte pour enfants, avec à la fin une morale qui est forcément en rapport avec son relationnel vis-à-vis des parents, comment vivre en société, etc. puisqu'à la base c'est quand même un conte qui s'adresse aux enfants. Pour compléter le synopsis, je vais vous parler du casting. Alors je vais pas m'épancher trop largement sur le casting puisque c'est de la stop motion, donc ces gens-là ne prêtent pas leur acting, ils prêtent seulement leur voix. Je trouve quand même que le choix des voix est très intéressant, notamment en VO, c'est pour ça que j'avais envie de revenir dessus avec vous. Pour incarner Pinocchio, nous avons Gregory Mann, qui est un petit garçon qui chante extrêmement bien et qui chantait déjà dans la comédie musicale Cats, le film, celui qui fait un peu peur avec les effets spéciaux étranges, là, vous savez. Il chante extrêmement bien et je trouve que c'est un très bon choix parce qu'il interprète très très bien la voix du petit Pinocchio. Pour incarner le grillon, on a Ewan McGregor qui est succulent, même si pour le coup j'ai préféré sa voix française. Comme vous le savez, à chaque fois quand on est sur la plateforme de streaming, lorsque je regarde le film, je switch à certains moments entre le français et l'anglais pour voir s'il y a des différences entre le français et la langue originale, en fonction en général c'est l'anglais, mais voilà. J'ai trouvé qu'honnêtement les casts dans les deux cas étaient très bons, et pour le grillon, pour le coup, même si Ewan McGregor est très bien choisi, personnellement je trouve que sa voix française est encore plus succulente parce que il se donne un petit accent british de temps en temps, c'est parfait. On a Ron Perlman qui incarne Podesta et pour le coup la voix américaine est vachement mieux. Pareil pour Geppetto, c'est David Bradley. Donc David Bradley pour moi c'est le gardien de Poudlard, vous savez celui qui fait hyper peur avec son chat Mystane, et pour le coup je le trouve parfait en Geppetto. Au début j'ai commencé en VF, lorsque j'ai switché sur la voix américaine et que j'ai entendu la voix de Geppetto, j'ai trouvé excellent le choix américain. Honnêtement, il est extrêmement bon en doublage. Il a déjà doublé dans d'autres films, mais je l'avais jamais remarqué à ce point. Là, je l'ai trouvé bluffant. Et pour finir, nous avons Tilda Swinton en Fée des Bois, puisque là, nous ne sommes pas sur la Fée Bleue, nous sommes sur la Fée des Bois. Je n'ai pas besoin de vous dire que je suis archi convaincue. On sent que l'aura Guillermo del Toro permet vraiment d'attirer des acteurs majeurs avec qui il a déjà travaillé. Ron Perlman, par exemple, il a déjà travaillé avec lui dans Hellboy. Vraiment, on sent que son aura réussit à attirer des acteurs vers pourtant des projets qui correspondent pas à ce qu'ils font d'habitude. La voix off, c'est pas forcément des choses auxquelles ils sont habitués, mais j'ai trouvé que honnêtement le choix des voix était super pertinent. Nous passons à la direction artistique et j'aimerais commencer par l'esthétique d'une manière générale, c'est
magnifique. Tu sens que tout est réfléchi, tout est pensé pour que ce soit harmonieux sans être trop beau et trop propre et trop lisse. Il y a une forme de réalisme et de réalité. Alors, les décors, les paysages du village, les intérieurs, l'église notamment que j'ai trouvé somptueuse et extrêmement bien pensée. Le stop motion, c'est vraiment un artisanat absolument formidable que je trouve admirable et il y a vraiment des moments où tu prends du recul. Moi, des fois, quand je regarde du stop motion, je sors un petit peu de mon film pendant quelques instants pour me dire chacun de ces petits objets existe vraiment. Chacune de ces petits décors, chacune de ces émotions sur le visage du personnage existe vraiment, a été modélisée, a été créée en réalité et elle est manipulée par des gens qui la prennent photo par photo, seconde par seconde. Je trouve ça tellement incroyable et ça donne une tangibilité et un réalisme. Vous savez, c'est quelque chose dont on a parlé notamment quand j'ai parlé avec vous de Jurassic Park et des nouveaux Jurassic Park, où pour moi, lorsqu'on utilisait des animatroniques, il y avait une dimension beaucoup plus réelle que mon esprit percevait comme réelle et donc qui créait plus la peur ou qui créait plus l'émotion, etc., que des effets numériques qui sont beaucoup plus lisses. L'esprit sait que c'est numérique, du coup l'esprit sait que ce n'est pas réel. Et avec le stop motion, on n'a pas du tout ça. On ne peut pas sortir de la réalité et de la tangibilité de ce qu'on nous raconte, simplement parce que tout ce que l'on voit à l'image est réel. Ce sont des objets, des mouvements qui existent réellement à l'image, et ça donne une profondeur, une poésie et une réalité. Puis surtout, c'est un art absolument merveilleux. Je suis fascinée. J'ai vu que Netflix a mis un behind the scene, des petits extraits du tournage pour qu'ils expliquent leur choix artistique, etc. J'ai juste trop hâte de le voir pour les voir en action, voir ces marionnettes, voir ces gens en train de les faire bouger geste par geste pour donner la fluidité que nous on va avoir à l'écran ensuite. Je trouve ça admirable. Je suis toujours absolument subjuguée par le stop motion. Je suis extrêmement contente que ça revienne de plus en plus. Dans les années 2010, on en avait plus beaucoup et là ça revient, et notamment sur Netflix. Tous les projets de stop motion que j'ai vus ces derniers temps, que ce soit Henri Selick, soit Ruby tombée du nid ou quoi, ça vient de Netflix et je trouve ça super bien que Netflix encourage ce genre de projet. Vraiment, j'adore le stop motion. D'accord, ça coûte très cher, d'accord, ça met des années à être développé. Le film Pinocchio, c'est 15 ans de travail. Ça fait 15 ans qu'ils bossent là-dessus. Ils ont été obligés de s'entourer de plein d'équipes qui viennent de partout dans le monde pour chacun apporter leur technique, leur pierre à l'édifice. Il faut faire une marionnette, d'abord dessiner son design, la faire tous ses gestes, la déplacer, jouer les scènes en live, c'est-à-dire deux personnes qui vont jouer, qui vont se filmer pour voir quel mouvement de bouche, pour décortiquer. Enfin, c'est incroyable. Je suis à chaque fois subjuguée par l'intelligence qu'il faut pour réaliser ce genre de film. Et en plus là, pour le coup, par rapport à Wendell and Wild que j'ai vu également sur Netflix à Halloween, là je trouve que celui-ci, il est quand même un cran au-dessus. Wendell and Wild, il avait ce côté artisanal effectivement très beau, mais il n'était pas autant pensé, il n'était pas autant fourni, il n'était pas autant vivant et autant fourmillant, il était plus parfait dans son image, c'est-à-dire que là on sent qu'ils ont... Alors je sais pas si c'est par le fait que Guillermo del Toro est habituellement un réalisateur de live action et que du coup il sait que l'action se compose majoritairement de plein de petites erreurs et de plein de petites choses imprévues en fait que eux ils vont capter à l'image et qui vont donner du vrai dans leur personnage. Mais là il y a plein de petits moments d'imperfection, plein de petits gestes, plein de petits objets qui tombent, qui bougent, le vent, le bruit, qui fait que on est sur un cran au-dessus au niveau de la réalisation du stop motion parce que c'est presque trop réel, tellement ils ont rajouté du vrai dans ce qu'ils font. Vu que tout est créé par la main de la personne qui anime cette scène, c'est du vrai, c'est de l'aléatoire, mais qui doit être pensé et je trouve ça incroyable. J'ajouterai 2 points et ensuite on passe à la suite parce que de toute façon vous savez que j'adore le stop motion. Petit 1, l'espèce de pseudo vrai faux plan séquence, puisque c'est pas un plan séquence puisque c'est des images par image, mais l'espèce de vrai faux plan séquence qu'ils ont fait autour du singe au début du film, je l'ai trouvé exquis. Petit 2, je vous l'ai déjà dit, mais alors vraiment, pendant tout le film je me suis dit mais quelle intelligence d'animer une histoire de marionnette par la marionnette, je trouve ça génial. Ça paraît pourtant simple, mais étonnamment personne n'y avait pensé avant et je trouve ça pépite. Si on continue dans la direction artistique, j'aimerais quand même évoquer la patte très présente de Guillermo del Toro. Donc comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un spécialiste du stop motion, mais par contre Guillermo del Toro, on en a parlé dans sa série Cabinet de curiosité, c'est un artisan de l'horreur. C'est quelqu'un qui compose des créatures, qui crée des ambiances. Quelque part entre le merveilleux, le fantastique et l'étrange, cette espèce de frontière de l'imagination où c'est un peu malsain, et d'ailleurs la première scène où apparaît Pinocchio dans l'histoire, il est dans le grenier, il est terrifiant. Dans l'absolu, il est terrifiant. Attachant, mignon, bizarre, fantastique et terrifiant. Mais il y a quelque chose de terrifiant dans le merveilleux, il y a quelque chose de terrifiant dans le fantastique que certains films oublient en fait. C'est pas que du rêve, c'est pas que des étoiles. Il faut qu'il y ait ce côté étrange, ce côté décalé pour créer
à la fois l'irréalisme et la fascination. C'est des choses qu'on retrouve dans les classiques de l'animation d'antan, j'ai envie de dire. Blanche-Neige, il y a des passages qui font super peur, Taramel au chaudron magique, La planète au trésor, même l'Atlantide, ce sont des dessins animés Disney pour le coup, qui ont ce côté inquiétant à la frontière de l'étrange et qui faisait partie du conte pour enfants qui a été un petit peu oublié ces dernières années avec les dernières productions, notamment de Disney. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les œuvres de Guillermo del Toro, et particulièrement lorsqu'il crée des créatures. Et là, toutes les créatures du film, alors pas forcément les personnes, entre guillemets, mais les créatures, c'est-à-dire Pinocchio, c'est-à-dire la Fée des Bois, le Sphinx, les lapins, tu sens la présence de Guillermo del Toro, tu sens sa façon de conceptualiser, et tu sens un héritage de d'autres grands créateurs de stop motion. J'ai senti une influence Burton, j'ai senti une influence Henry Selick. Ses prédécesseurs qui, eux, comme on l'a dit dans la série Mercredi Addams, ont plus forcément cette patte-là ou n'œuvrent plus forcément dans ce registre-là. Et j'ai senti cette influence sur l'art de Guillermo del Toro qu'il a su se réapproprier pour créer ses créatures à lui avec son identité à lui. Je trouve que dans ce film, il y a un héritage fort de l'animation en général, de l'ambiance Disney des années 60-70 qu'on a un peu perdu ces dernières années, et également de l'ambiance stop motion, des grands ponts du stop motion, qui ne font plus forcément ça ces derniers temps, mais qui, on le sent, ont influencé l'imaginaire de Guillermo del Toro, et j'adore voir ces petits embriquements d'influence, de culture, et il y a même jusqu'à des refs visuels qui n'ont aucun rapport avec le stop motion. Plein de scènes qui m'ont fait énormément penser à Frankenstein, et je me suis rendu compte que le mythe de Pinocchio et le mythe de Frankenstein se ressemblent énormément, chose que je n'avais jamais mis en connexion avant et que ce film m'a fait mettre en connexion. Donc je trouve qu'il y a une intelligence réellement dans le visuel et les influences et comment ils ont remixé tout ça dans le film. C'est vraiment, j'ai été subjuguée pendant toute la première partie du film. Après tu t'y habitues et puis tu rentres dans l'histoire et t'es emporté avec tes personnages, mais pendant les 20 premières minutes du film, j'étais en admiration devant ce qui a été créé de toutes pièces. En plus de cela, tout cela est accompagné de musique et c'est là qu'on ressent beaucoup l'influence des Disney de l'époque, des années 40, 50, 60, 70. Aujourd'hui encore, les Disney chantent. C'est un classique des productions de la Disney Company dans le registre Disney classique. Les Pixar par exemple ne chantent pas. Cependant, c'est vrai que ça fait un moment que je trouve que les chansons Disney sont beaucoup plus artificielles et faites pour être vendues et recommercialisées derrière que réellement pour être ancrées dans l'histoire. En plus, on a beaucoup perdu en niveau de vocabulaire. Je vous en avais parlé sur Twitter il y a quelques temps. J'ai réécouté les musiques du Roi Lion 2 des années 2000 et je me suis dit mais le niveau de vocabulaire était incroyable et du coup j'ai fait des petites recherches sur les autres musiques que moi je connais par cœur depuis toujours parce que j'ai grandi avec, les musiques des premiers Disney, les paroles des premiers Disney. On a un niveau de vocabulaire qui est très important et qu'on a perdu sur les dernières productions. Il y a des chansons qui sont très belles, la chanson de Vaiana, Le bleu du ciel, elle est très jolie, mais en soi, en profondeur de vocabulaire, c'est vachement moins élevé et c'est toujours très gentil et très bon enfant. Et on a perdu l'aspect comédie musicale qu'avaient les premiers films. Et là, je trouve que dans ce film Pinocchio, qui est volontairement musicalisé, je dirais pas que c'est réellement une comédie musicale, mais c'est un film musical, il y a des chansons qui sont intégrées comme dans une comédie musicale et j'ai trouvé ça trop bien, d'autant plus qu'il y a un second degré, parce que il y a aussi ce côté, oh c'est bon, on a marre des chansons, il y a des gens qui détestent ça dans les films, ce que je comprends totalement, et le fait que le criquet, chaque fois que lui il veut se lancer dans une chanson, l'action dépasse. Le fait qu'il commence à prendre son temps, à se préparer, à se lancer dans son grand truc, et l'action le dépasse, et en fait le film va plus vite que le petit moment musical, le petit interlude musical qu'ils veulent ajouter. Je trouve ça vachement bien. Et au-delà des chansons, la bande originale est excellente. C'est excellent, c'est orchestral, c'est très bien accompagné, c'est un petit peu à l'ancienne, il y a un côté old school, je trouve ça super top. Franchement, musicalement, c'est très bien composé. Après, c'est sûr que les gens qui aiment pas quand ça chante dans un dessin animé ou dans un film vont pas forcément plus aimer quand ça chante dans ce film-là, même si c'est un stop motion, ça change rien. Effectivement, il y a des interludes musicaux où les personnages chantent, mais moi je trouve ça super bien intégré. Parlons du scénario. Donc l'histoire de Pinocchio, c'est une histoire qui est vue et revue, donc c'est un petit peu compliqué de sortir un film sur une histoire que tout le monde connaît déjà. Et ça, je peux le comprendre. Et pour le coup, je trouve qu'il y a eu une intelligence dans le scénario qui est qu'ils ont repris les codes classiques du conte et pas forcément ceux qui ont été ajoutés par les adaptations successives. Et ils ont beaucoup plus creusé la vie de Geppetto avant Pinocchio et le traumatisme de Geppetto. Et j'ai trouvé ça intéressant. En plus, toute l'histoire, on ne l'aperçoit pas à travers les yeux de Pinocchio, on l'aperçoit à travers les yeux du criquet, qui est un petit peu nous. S'identifier à Pinocchio, c'est compliqué, puisque la majorité des gens qui vont regarder ce film sont soit des enfants qui sont déjà assez grands pour connaître la différence entre le bien et le mal, etc., soit des adultes. Donc je trouve ça très intelligent de nous faire regarder l'histoire à travers les yeux du criquet, et je trouve ça également très intelligent d'avoir ajouté du background au personnage de Geppetto, qui est quand même important, pour comprendre en fait sa relation, et mieux développer sa relation avec Pinocchio, puisque après tout,
Pinocchio c'est avant tout une histoire père-fils, une histoire parent-enfant, et une morale autour du rôle de l'enfant et de sa fragilité et de son besoin d'obéir, mais aussi de faire confiance et pleinement confiance à ses parents. C'est vraiment toute la morale de l'histoire, et je trouve que la façon dont le scénario l'aborde est intelligente et nous permet surtout de regarder différemment et de poser un regard différent sur une histoire et des personnages qu'on connaît déjà tous. J'ajouterais que j'ai été très enthousiasmée à la base sur le background historique qu'ils ont rajouté, puisque ça se passe en Italie, ils ont décidé de le faire se dérouler durant l'Italie fasciste, donc ça c'est pas du tout raccord avec le conte, le conte date de 1881, l'Italie fasciste c'est en 1930-40, donc pour le coup on n'est pas raccord, mais comme on est librement inspiré, on essaye de le remettre au goût du jour et on peut l'intégrer dans un autre contexte historique. Au départ j'ai trouvé ça très intelligent, maintenant j'avoue que j'ai un petit peu décroché à partir du moment où ils sont dans le camp fasciste, à partir du moment où on voit Benito Mussolini. Pour moi c'est allé un peu trop loin. Le background historique aurait dû pour moi rester historique, s'intégrer au spectacle de Pinocchio, etc. C'est très intéressant. On passe de l'île des ânes, des enfants qui deviennent des ânes dans le mythe de Pinocchio façon Disney 1940, à un camp fasciste où les enfants deviennent de bons petits soldats obéissants, donc des ânes d'une certaine manière. À ce film-là, le parallèle est super intéressant intellectuellement, mais je pense qu'ils auraient peut-être pas dû lui donner autant de place dans l'histoire. Je me suis mise à me poser d'autres questions et ça m'a fait sortir de l'histoire et je suis allée un peu au-delà. Et je pense que peut-être ils auraient dû alléger ou la porter différemment. De ce côté-là, je comprends l'intention, je trouve très intelligent le parallèle, mais on est peut-être allé un peu trop loin pour moi. Et de la même façon, il y a quelques passages sur la fin et le dénouement final qui sont un peu clownesques. Alors le dénouement est très touchant, mais toute la partie un petit peu suspense où on entre vraiment dans l'action, il y a un côté un peu clownesque et surexagéré alors que tout le reste est assez réaliste. Hormis la rupture de crédulité autour de la marionnette magique et des fées des bois, tout le reste se tient relativement. En plus, on a un contexte historique inspiré de faits réels entre guillemets. Donc c'est un peu dommage, je trouve, qu'il y ait cette partie un peu trop surjoué et un peu trop clownesque sur la fin, notamment la partie sur la natation, dirons-nous pour ceux qui ont vu le film. Voilà, ça c'est un petit peu dommage, c'est des petits bémols dans le scénario, c'est rien de grave, c'est juste que moi ça m'a fait un petit peu sortir du truc. Maintenant, au niveau du message du film, je suis plus que ravie. Je trouve qu'on revient vraiment aux fondamentaux du mythe de Pinocchio. La relation père-fils est extrêmement intéressante, extrêmement poignante et touchante. Le personnage de Pinocchio est très touchant également, avec cette innocence, mais également cette sensibilité que les enfants peuvent avoir à la notoriété, à l'argent, à la réussite, cette crédulité qu'ils peuvent avoir pour des gens qui leur promettent monts et merveilles. C'est ça le mythe de Pinocchio. Attention à ceux qui te promettent monts et merveilles, ils vont faire de toi un âne. Voilà, c'est ça. Et tu vas finir dans le ventre d'une baleine. C'est métaphorique évidemment, personne se transforme en âne dans la vraie vie, mais c'est la portée des contes d'avoir un aspect métaphorique pour orienter la moralité des enfants et orienter leur choix dans le futur par l'histoire et par l'illustration métaphorique. Et je trouve que là on revient vraiment à ce fondamental. Comme je vous l'ai dit, le parallèle avec le fascisme est très intéressant, même s'il part peut-être un peu loin pour moi. Il y a quand même une très très bonne idée et une grande intelligence dans le choix qui a été fait. En plus, on réinscrit le mythe de Pinocchio dans ses origines italiennes, ce que je trouve tout à fait louable. En fait, vraiment, ce que je trouve surtout hyper profond dans ce film, c'est que c'est un message et une morale qui sont centenaires, voire millénaires, et qu'ils arrivent encore une fois à redynamiser, rafraîchir, remettre au goût du jour, pour qu'on se refasse emporter par la magie, pour qu'on se refasse emporter par l'histoire, pour qu'on se réénerve sur les mauvais choix de Pinocchio. Mais pourquoi tu choisis ça? Mais c'est évident, mais réfléchis 2 minutes. Voyons mon petit, je sais que t'es né il y a 2 jours, mais fais un effort. Alors que je sais très bien comment se déroule l'histoire de Pinocchio. Même moi, j'étais énervée quand ils faisaient le mauvais choix. Donc ils ont réussi à recréer du lien et recréer de l'attachement pour un mythe que pourtant tout le monde connaît. Et ça, je trouve ça extrêmement fort. Et du coup, ils ont réussi à remettre au goût du jour, notamment autour de la propagande et de la manipulation intellectuelle et morale des enfants, une histoire qui date de 1881 et je trouve ça super. Et j'ajouterais une petite réflexion plus personnelle. Comme vous le savez, ces derniers temps sur la chaîne, j'ai été relativement critique par rapport aux propositions de Disney+. J'ai été relativement critique par rapport aux adaptations, réadaptations de choses que l'on connaît déjà, par rapport au manque d'imagination qu'on peut avoir chez certains grands réalisateurs, par rapport au choix de certaines plateformes. J'ai notamment questionné les choix de Netflix dans la série Mercredi Addams et leur travail, on va dire, avec Tim Burton. J'aimerais le mettre en perspective également par rapport à ce film qui est également proposé sur la plateforme Netflix, même si c'est pas eux qui l'ont produit. Ils ont acheté les droits de diffusion en fait du film. Il me semble qu'ils ont aussi partiellement soutenu financièrement la fin de la réalisation parce que le film a quand même coûté très cher. J'ai quand même l'impression dans cette collaboration avec Guillermo del Toro, que ce soit dans le cadre de son cabinet de curiosité en octobre ou dans le cadre de ce produit en décembre, que la plateforme n'est pas forcément si contrôlante et si limitatrice que certains peuvent le penser. J'avais déjà nuancé quand j'avais parlé de Mercredi Addams en disant que
pour moi, le fait que certains fans de Burton ont été déçus, ça vient pas forcément de la plateforme et des exigences de Netflix vis-à-vis des produits, mais également peut-être du réalisateur en lui-même. Là, je trouve que dans ce film, qui est pourtant distribué par Netflix, où ils ont quand même un droit de regard sur le produit, quand beaucoup parlent des codes habituels de la plateforme avec des obligations au niveau des castings, au niveau des thématiques abordées, là, ça fait vraiment mentir ce genre de personnes parce qu'on a l'exemple d'un projet qui ne s'inscrit pas dans la droite ligne habituelle de Netflix, qui est porté par Guillermo del Toro, réalisateur avec qui ils ont déjà travaillé et avec qui, quand ils ont déjà travaillé avant, a réussi à imposer quand même son propre style et ses propres attentes par rapport à sa production. Donc je ne sais pas si c'est Guillermo qui arrive à négocier habilement avec Netflix ou si c'est en fonction des réalisateurs, en fonction des projets, mais je trouve quand même qu'il faut nuancer ce que la plateforme Netflix exige de ses productions, parce que là on a vraiment quelque chose qui sort du lot par rapport à d'habitude, qui est extrêmement intéressant et que je suis contente de voir arriver sur nos écrans. J'aurais vraiment voulu le voir au cinéma si ça avait été possible, mais je suis vraiment contente que ce film-là, cette version de Pinocchio, puisse être distribuée au plus grand nombre, que du stop motion soit accessible à tous, sur une plateforme quand même extrêmement grand public, alors que c'est un cinéma assez particulier, plutôt intimiste, pas forcément connu de tous, et qui a été, depuis les années 2010, relativement mis de côté. Et en plus, je trouve extrêmement satisfaisant de retrouver dans ce film la magie qu'on a pu perdre dans les productions Disney de ces dernières années, un aspect musical très comédie musicale, une grande complexité morale, et une production pour enfants, en tout cas à destination d'un jeune public, qui n'est pas seulement bisounours et papillons, qui a quand même un côté sombre et un côté lumineux, comme devraient l'être tous les contes pour enfants. Donc je trouve personnellement que Guillermo del Toro, l'équipe Shadow Machine, c'est-à-dire la principale équipe de production stop motion avec qui ils ont travaillé, et également le partenariat qui est fait avec la plateforme Netflix, est intéressant et très fructueux. J'ai envie de voir d'autres propositions de ce genre et c'est pour cela que je ne mettrai pas gratuitement au bûcher toutes les plateformes de streaming de la planète juste parce que je ne suis pas moralement en accord avec certaines des productions qu'ils ont pu proposer. Je pense qu'il faut nuancer les aspects vindicatifs que les gens peuvent avoir vis-à-vis des plateformes qui peuvent également apporter ce genre de production-là. Ça, c'était la petite parenthèse géopolitique de l'audiovisuel. Si je fais mon bilan, c'est un film qui est beau, qui est très beau, où il y a vraiment un art qui est l'art du stop motion que je trouve fascinant et que j'ai envie de faire connaître autour de moi, et j'ai envie que les gens aillent voir les making-of et voient tout le travail qu'il y a derrière et voir le fourmillement et le côté vivant et réaliste qu'on peut donner à des objets inanimés. Je trouve ça fascinant. Le film est beau, il est bien écrit, il est bien filmé, le scénario est intéressant même s'il y a quelques bémols et quelques nuances que je vous ai évoquées dans la vidéo. C'est drôle mais c'est aussi vrai et dur. On aborde des thématiques d'un conte sans en faire quelque chose d'uniquement arc-en-ciel et papillons, parce que la vie c'est pas uniquement arc-en-ciel et papillons et qu'il y a aussi des choses négatives, il y a de la manipulation, il y a la guerre, il y a la violence, il y a la perte, il y a le deuil, c'est aussi ça vivre, mais il y a aussi l'apprentissage, l'amour, l'échange, la confiance, l'humour et le mignon et le touchant, et ça aussi c'est la vie, et je trouve que l'équilibre dans cette histoire est très bien posé. Mon seul regret, malheureusement, ce sera de ne pas avoir pu le voir au cinéma, mais je suis quand même contente que ce film soit accessible au plus grand nombre à travers la plateforme de streaming Netflix. Problème avec les plateformes de streaming, même s'il faut nuancer, et que les plateformes de streaming ne sont pas le diable, quoi qu'en pensent certains, c'est toujours ce côté où on ne peut pas voir les films en salle, et c'est vrai que c'est toujours dommage. J'aurais aimé voir cette pépite en salle, j'aurais aimé l'apprécier en salle, et j'aurais aimé également en acheter potentiellement le DVD, donc la version physique, ce qui ne sera malheureusement pas possible, vu que c'est une distribution Netflix. Ça, c'est les petits bémols, mais honnêtement, je vous recommande à 100% cette version de Pinocchio, qui est depuis ces dernières années celle qui m'a le plus convaincue, et qui me convainc même plus que celle de mon enfance, parce que elle est beaucoup plus proche du mythe original, tout en étant totalement accessible à l'enfant. Franchement, ce film est une réussite, donc n'hésitez pas à aller le voir. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur Pinocchio jusqu'au bout. Je sais qu'elle a été très longue parce que je suis déjà à 42 minutes de rush, donc je ne vais pas vous embêter plus longtemps. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si la vidéo vous a plu ou si le film vous intéresse ou si vous l'avez déjà vu, pour me dire ce que vous en avez pensé ou quelle est votre version de Pinocchio que vous préférez. Je pense que pour la plupart d'entre nous, on a grandi avec celle de Disney. Mais est-ce que vous avez vu celle de cette année du live action? Moi je l'ai pas vue, mais il paraît que c'était pas forcément une réussite, donc si vous l'avez vue, n'hésitez pas à me dire juste en dessous. Tant que vous êtes là et si vous avez aimé la vidéo, vous
pouvez laisser un petit like, ça fait toujours très plaisir et ça m'encourage dans ce que je fais. Vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez voir d'autres vidéos de ce style sur des films, cinéma, streaming, sur des séries, sur des suivis de séries épisode par épisode sous forme de shorts, etc. etc. et activer la cloche pour être mis au courant des shorts, des posts communautaires, des vidéos, bref, de tout ce qui sort. Moi je ne vous embête pas plus, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages, comme d'habitude peut-être Pinocchio sur Netflix, et nous on se dit comme toujours à très vite. Bon, je vous préviens, je suis pas en très grande forme, j'ai fait une sieste parce que je suis malade. C'est bientôt les vacances, donc en général, au bout de la 6e semaine de travail, je tombe malade. Là, bah du coup, on a atteint le seuil fatidique une semaine avant. Tellement l'habitude d'être malade parce que je suis exposée à tellement de miasmes au boulot que voilà, je suis tout le temps malade. Au bout de 5-6 semaines, dès que la fatigue commence à pointer le bout de son nez, mon organisme s'épuise et il est victime de toutes les attaques de maladie. Bon bref, du coup je filme cette vidéo beaucoup plus tard que prévu, je devais la filmer à 8h ce matin. Il est midi, donc elle sortira beaucoup plus tard que prévu, mais vaut mieux sortir un truc de qualité où j'ai pas l'air d'un cadavre que autre chose. J'ai pas le temps et je suis pas en état de mettre mes décorations de Noël cette année. Donc on fera sans décoration de Noël. C'est très triste, c'est la première année depuis très longtemps que j'ai pas de déco de Noël chez moi. C'est super triste. Mais en plus il y a Cyrus qui va rester tout seul quelques jours à la maison, donc si je peux ne pas le laisser en tête à tête avec le sapin, j'avoue que ça m'arrange. Donc voilà, pas de déco de Noël et du coup pas vraiment d'ambiance Noël dans mon fond YouTube. Oula, look at this. Look at this. Elle est trop pretty, j'aime trop. Voilà, mais j'ai des pulls de Noël, ça va. Bon, sur ce... Avec son chat Mystane, et pour le coup... Mystane. Avec son chat Mystane. J'ai bossé ça sur mon ordi, je suis hyper en retard et j'avais pas mon petit carnet sur moi, donc j'ai pris mes petites notes sur l'ordi. De superbes... Je trouve ça... Guillermo del Toro, c'est un grand collectionneur comme moi, et Guillermo... Ouh, j'ai perdu longtemps. Ça m'a épuisée. J'ai parlé longtemps, ça fait presque 45 minutes là. Oh, j'en ai marre d'être tout le temps malade, ça me saoule. Parce que j'ai plein de trucs à faire et j'adore faire tous mes plein de trucs. Et j'ai l'impression qu'on passe la maladie et les petits microbes passent leur temps à me mettre des bâtons dans les roues et ça me déplaît fortement. Soit les vacances, à chaque vacances en général, soit les week-ends. Mais pas assez malade pour ne pas aller au travail la semaine, donc c'est... Je suis malade à cause du travail, mais sur mes périodes où je travaille pas. Bon, sur ce, il est 13h30, j'aimerais bien que la vidéo sorte vers 10 à 18h, donc je vous laisse, je vais faire du montage.